Un drapeau glisse de main en main à Bamako. Assiste-t-on à la naissance d'une souveraineté africaine inédite ou à un saut dans l'inconnu? Le 20 décembre 2025, sous le soleil implacable du Mali, un événement sans précédent secoue la capitale. Trois armées, maliennes, burkinabées, nigériennes, s'unissent pour former une seule force. Un nouvel étendard, fusion de leurs couleurs, s'élève marquant un tournant historique. Ce geste soigneusement mis en scène dépasse la simple réforme militaire. Est-ce une prise de risque insensée ou bien l'aube d'une indépendance authentique? La cérémonie masque-t-elle un plan audacieux ou une fuite éperdue face au chaos régional? Derrière les uniformes et les discours, le doute persiste. L'Afrique de l'Ouest entre-t-elle vraiment dans une ère nouvelle ou tente-t-elle de conjurer l'échec par une démonstration de force? L'Alliance des États du Sahel ne vise pas seulement la défense, elle veut fondre ses économies et reprendre la maîtrise de son récit. Jamais sur le continent, un tel projet d'autonomie n'est allé aussi loin. Mais le prix à payer pourrait être lourd. Certains voient dans cette union un pari dangereux, capable de couper la région de ses soutiens extérieurs et de l'isoler face aux menaces. La quête de souveraineté totale porte autant la promesse d'une renaissance que le risque d'une fragilité accrue. Sommes-nous témoins d'un réveil africain ou d'un mirage? Pour saisir l'enjeu réel de cette fusion, il faut sonder ses racines et comprendre ce qui a poussé les dirigeants à tout miser sur ce projet. Mais avant cela, tentons un détour par l'histoire, car chaque grande mutation africaine s'est nourrie d'un contexte brûlant. Avant de retracer la genèse de cette alliance, revenons sur le contexte explosif qui a rendu possible ce choix radical. Tout commence bien avant le déploiement du nouvel étendard. Comment, en moins de 2 années, 3 États sahéliens ont-ils pu provoquer une rupture aussi radicale avec la CEDEAO et le modèle sécuritaire hérité des puissances étrangères? Pour saisir la portée de ce bouleversement, il faut retracer une séquence historique fulgurante qui redessine l'équilibre régional africain. Tout démarre en septembre 2023. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger annoncent la création de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Mais très vite, leurs ambitions s'élèvent. En juillet 2024, ces trois pays transforment leur union en une confédération, affichant leur volonté d'aller au-delà d'une simple alliance militaire. Le point de rupture survient en janvier 2025. Les chefs militaires de l'AES prennent une décision inédite: quitter la CEDEAO, organisation à laquelle ils appartenaient depuis des décennies. Ce retrait fracassant n'est pas qu'un geste symbolique. Il signifie que leur sécurité ne se négociera plus selon l'agenda des intérêts extérieurs. Pour mieux comprendre la portée de cette rupture, rappelons que depuis les années 70, la CEDEAO s'est imposée comme le garant de la stabilité régionale, un peu à l'image de l'Union européenne pour l'Europe. Mais alors que l'Union européenne s'est construite sur le consensus et l'ouverture, la CEDEAO s'est trouvée, ces dernières années, minée par les tensions internes et la défiance envers les puissances occidentales. Le retrait de l'AES s'inscrit donc dans une dynamique de désengagement plus vaste, déjà amorcée par d'autres États du continent face à certaines organisations régionales jugées trop dépendantes de l'étranger. À la tête de ces États, les jeunes défendent une ligne dure: il n'y aura pas de paix durable sans souveraineté réelle. Selon elle, l'insécurité chronique du Sahel découle directement de la dépendance envers des forces étrangères. Pour elle, souveraineté et sécurité sont indivisibles, et ni l'une ni l'autre ne se délèguent. C'est dans cette atmosphère de défi qu'a lieu, en décembre 2025 à Bamako, le lancement solennel de la force unifiée de l'AES. Le général Goïta en personne remet l'étendard de la nouvelle armée à ses premiers commandants. Ce geste va bien au-delà de la cérémonie. Il incarne l'engagement irréversible des peuples sahéliens à reprendre en main leur destin. L'étendard, symbole militaire, devient la promesse de ne plus jamais dépendre d'autrui, pour assurer leur sécurité collective. Ce pari audacieux n'est pas sans péril. En brisant les chaînes de la dépendance et en rompant avec la CEDEAO, l'AES prend le risque de l'isolement diplomatique, de sanctions économiques et d'une marginalisation régionale. Pourtant, pour Bamako, Ouagadougou et Niamey, l'enjeu dépasse la peur. Il s'agit de jeter les bases d'un modèle où autodétermination, contrôle du territoire et prospérité ne sont plus des illusions. Pour illustrer ce choix, rappelons le précédent de la Tanzanie, qui dans les années 70 avait tenté, sous Julius Nyerere, de construire un modèle d'autonomie complète, allant jusqu'à rompre avec certains bailleurs de fonds internationaux. Si l'expérience a connu des succès et des revers, elle a laissé une empreinte profonde, celle d'un peuple prêt à assumer les conséquences de ses décisions, pour le meilleur et pour le pire.
Derrière l'image de cette armée unifiée, un projet bien plus vaste se dessine, porteur d'une recomposition stratégique qui dépasse de loin le cadre militaire. Mais comment cette force nouvelle va-t-elle transformer l'ordre sahélien? Et jusqu'où l'AES est-elle prête à aller pour imposer sa vision? 5000 soldats, une doctrine inflexible. Mais où trouver l'énergie et comment forger une cohésion sans faille? Le cœur de la force unifiée bat au Liptako Gourma. Ici, tenir le territoire n'est plus une ambition, c'est la condition même de la survie. La mission, repousser sans relâche les groupes terroristes, reprendre chaque parcelle disputée, coûte que coûte. Le pari est colossal. 3 armées, maliennes, burkinabées, nigériennes, fusionnent pour créer une entité unique. Tout converge vers un état-major central à Niamey, un seul centre nerveux pour des opérations conjointes sur 3 frontières à la fois. Mutualiser les ressources, accélérer la décision, bannir la bureaucratie, tel est le mantra. Pour souder cette alliance, des entraînements interarmés intensifs, comme Taranakal, deviennent la norme. Il s'agit de véritables simulations de guerre, où chaque unité doit apprendre à manœuvrer comme un seul organisme, avec la même rigueur, la même résilience. Pour donner un exemple concret, lors de l'exercice Taranakal 2025, des unités maliennes et burkinabées ont mené une opération conjointe de reconquête d'un village fictif tenu par des ennemis asymétriques. L'exercice visait à tester non seulement la coordination opérationnelle, mais aussi la capacité à partager le renseignement en temps réel, à gérer la logistique sur un terrain difficile et à évacuer les blessés rapidement. Selon les observateurs internationaux, jamais une telle synchronisation n'avait été observée entre ces nations auparavant. Mais la guerre en 2026 est métamorphosée. Le Mali innove avec des unités d'extension rapide, capables de s'adapter à des menaces mobiles et imprévisibles. Désormais, l'ennemi cible les infrastructures vitales, barrages, lignes électriques, routes stratégiques. Chaque sabotage inflige une perte directe, chaque minute compte pour riposter. Pour illustrer ce défi, il suffit de rappeler l'attaque du barrage de Sélingué en mars 2025. En moins de 2 heures, une équipe mobile de la nouvelle force unifiée est intervenue, limitant les dégâts et évitant une coupure prolongée d'électricité pour près de 500 000 personnes. Cette réactivité, autrefois impossible, symbolise le saut qualitatif permis par l'intégration militaire. Ce nouveau modèle a un coût vertigineux. Le budget annuel de la force unifiée franchit la barre des 2 milliards de dollars, une somme abyssale pour des économies déjà fragilisées. Trouver ces fonds relève du casse-tête, d'autant que l'aide occidentale s'est pratiquement tarie. Face à cette impasse, l'Alliance s'est tournée vers la Russie. Formation, armement de pointe, logistique, Moscou devient la nouvelle plaque tournante. C'est la rupture totale avec la dépendance occidentale, un choix risqué, mais présenté comme la seule route vers l'autonomie. Ce partenariat s'est illustré par la livraison de systèmes de défense anti-aérienne S-10, de drones de reconnaissance et l'envoi de conseillers militaires russes dans les 3 capitales. Mais il ne s'agit pas d'un chèque en blanc. L'expérience de la Syrie et du Venezuela rappelle que s'appuyer sur un nouvel allié extérieur comporte aussi ses propres risques de dépendance et d'ingérence. Cette alliance s'accompagne d'un contrôle draconien de l'espace aérien. Toute incursion est désormais sanctionnée sans délai. Cette posture bouleverse les équilibres diplomatiques et place l'AES en confrontation directe avec ses anciens partenaires, France ou États-Unis. Mais chaque avancée reste fragile. Le manque de ressources menace tout l'édifice. Miser autant sur la Russie, c'est risquer une nouvelle dépendance, voire l'isolement. La frontière entre puissance retrouvée et vulnérabilité extrême n'a jamais été aussi mince. Prenons l'exemple du Zimbabwe, qui dans les années 2000 avait troqué sa dépendance à la Grande-Bretagne contre de nouveaux partenariats avec la Chine et la Russie. Si cela lui a permis d'éviter certaines sanctions, le pays s'est retrouvé piégé par de nouveaux accords léonins, montrant que la sortie d'une dépendance peut parfois en créer une autre. La force unifiée a posé ses fondations, mais l'équation du contrôle dépasse le militaire. Reste à s'imposer sur le terrain de l'influence et de l'information. Et si la véritable révolution du Sahel ne portait pas d'abord sur les armes, mais sur le récit? L'Alliance des États du Sahel l'a compris. Survivre, c'est d'abord s'imposer dans les imaginaires. Gagner la guerre, oui, mais gagner la guerre des mots, c'est changer l'histoire elle-même. Au centre de la doctrine Goïta, un principe s'impose. L'indépendance doit se conquérir sur 3 fronts liés: l'armée, l'économie, l'information. Cette triple exigence dessine une souveraineté nouvelle, à la fois défensive, productive et symbolique.
Les dirigeants de l'AES le savent, l'influence étrangère n'avance plus seulement avec des soldats ou des crédits, mais surtout avec les images, les slogans, les récits. C'est ainsi qu'un écosystème médiatique inédit voit le jour. Bamako s'illumine chaque soir au rythme d'AES TV, dont le journal donne la priorité à une voix locale, débarrassée du filtre des anciennes puissances. À Ouagadougou, Radio AES diffuse déjà dans toutes les grandes langues nationales des 3 pays. Très bientôt, Niamey accueillera la première rédaction d'une presse écrite pansahélienne, venue compléter l'arsenal du soft power régional. Le choix des langues n'est pas anodin. Parler Bambara, Mouré, Haoussa, Songhai ou Fulfulde, c'est court-circuiter les canaux hérités. C'est s'adresser directement au peuple, sans médiation. Désormais, sur les ondes et les écrans, ces idiomes imposent une nouvelle légitimité. Le but n'est plus de livrer une information brute, mais de reconquérir l'imaginaire commun, d'insuffler un sentiment d'appartenance. Pour renforcer cette dynamique, l'AES a lancé au printemps 2026 une série de festivals culturels itinérants célébrant l'histoire commune des peuples du Sahel. Des concours de poésie en langue locale, des expositions itinérantes sur l'épopée de Soundiata Keïta ou sur les résistances anticoloniales accompagnent la montée en puissance du soft power sahélien. Il s'agit de rendre visible, à travers la culture, l'idée d'une identité partagée, bien au-delà des frontières officielles. Derrière cette montée en puissance médiatique, l'AES vise un monopole du récit. Il s'agit de légitimer les ruptures, de souder les citoyens autour du projet, de verrouiller l'autorité contre toute contestation. Façonner la perception, c'est préparer l'acceptation d'un ordre nouveau, d'une souveraineté sans partage. Mais la bataille des récits ne suffit pas. Pour durer, il faut des institutions robustes. Les 3 capitales ont donc accéléré l'adoption de protocoles juridiques communs. Charte de la Confédération, pacte de défense, libre circulation des biens, code sécuritaire partagé. Un conseil ministériel et un collège des chefs d'État coordonnent désormais l'ensemble à intervalles réguliers. L'AES ne se contente plus d'une alliance passagère. Elle construit une confédération pensée pour durer. L'objectif transparaît. Ne plus subir le cycle des coalitions fragiles, mais créer une organisation politique et économique solide. Offrir à la population plus que la sécurité du moment, une prospérité commune, une identité régionale, un récit de puissance partagée. Pour renforcer la stabilité institutionnelle, l'AES s'est inspiré de la communauté andine, qui en Amérique du Sud a tenté de mutualiser certaines compétences économiques et éducatives pour mieux résister aux ingérences extérieures. Même si ce modèle n'a pas tout réglé, il a montré que la coordination institutionnelle pouvait permettre de réduire la vulnérabilité face aux chocs extérieurs, à condition d'assurer une véritable implication citoyenne. Mais rien n'est acquis. Ce nouvel édifice ne tiendra qu'à une condition: l'adhésion massive du peuple et la capacité des institutions à tenir leurs promesses. Si le soft power reste sans racines, ou si la machine institutionnelle vacille, tout pourrait s'effondrer, replongeant le Sahel dans la dépendance et la crise. Une question majeure demeure. Sans souveraineté économique, la révolution de l'AES peut-elle vraiment aboutir? Pour répondre, il faut explorer les coulisses de la finance et de la monnaie régionale. En toile de fond, la bataille monétaire s'annonce décisive. Car, sans maîtrise de la finance, l'indépendance reste incomplète. Peut-on vraiment bâtir une souveraineté économique sur des fondations inédites? Et pour combien de temps? L'Alliance joue ici sa carte la plus risquée, mais aussi la plus captivante: transformer l'économie et les symboles en moteur d'émancipation radicale. Le pilier central, c'est la Banque confédérale d'investissement et de développement de l'AES, la BCID. Conçue pour financer souverainement les grands chantiers sans passer par la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, elle s'appuie sur des contributions nationales et la valorisation directe des ressources minières, or, uranium, pétrole, pour constituer son capital initial. Pour donner un exemple concret, le lancement du barrage hydroélectrique de Gourma en mars 2026 a été entièrement financé par un prêt syndiqué de la BCID, adossé à des futures livraisons d'uranium nigérien. Ce projet, d'un coût de 300 millions de dollars, doit permettre d'alimenter en électricité près de 2 millions de personnes et de réduire la dépendance aux générateurs importés. L'idée est simple mais révolutionnaire: faire de la richesse du sous-sol un outil d'indépendance, non une source de soumission. L'or du Liptako, l'uranium nigérien ou le pétrole burkinabé ne partent plus enrichir des circuits extérieurs. Désormais, ils servent à garantir l'investissement local, financer l'armée commune, les infrastructures énergétiques, les routes, sans s'endetter à l'étranger. Mais au-delà des bilans comptables, il y a la force des symboles.
l'AES lance un passeport biométrique commun, un hymne unifié, une identité visuelle partagée. L'ambition, forger un sentiment d'appartenance qui dépasse les anciennes frontières pour que chaque citoyen devienne acteur d'un destin collectif. Pourtant, une question cruciale demeure. Cette banque fondée sur les capitaux nationaux et les actifs miniers pourra-t-elle réellement soutenir le coût d'une armée confédérale, d'une administration élargie et d'une modernisation accélérée sans retomber dans le piège de la dette extérieure? Pour anticiper ce risque, la BCID a mis en place un fonds de stabilisation, alimenté par une partie des revenus miniers et un contrôle externe exercé par une commission d'experts indépendants issus des 3 pays. Cette structure vise à éviter les écueils qui ont plombé certains fonds souverains africains, comme celui du Nigeria ou de l'Angola, gangrenés par l'opacité et la mauvaise gestion. En coulisses, les tensions politiques et juridiques montent. Harmoniser des législations issues d'histoires différentes, inventer un État inédit, établir de nouvelles règles du jeu, autant d'obstacles susceptibles de faire vaciller l'édifice si le consensus s'effrite. La leçon à retenir: seule une intégration verticale, armée, finance, information, a une chance de briser le cycle de dépendance. Mais il suffirait qu'un seul maillon cède pour que tout le projet s'écroule. Si au contraire la BCID tient ses promesses et que les ressources sont exploitées avec discernement, l'AES pourrait imposer un modèle inédit, observé par tout le continent. Pour renforcer la résilience du projet, des mesures concrètes sont proposées. Renforcer l'éducation civique dans les écoles pour ancrer l'idée d'un destin commun. Créer des comités de suivi indépendants pour évaluer la satisfaction des citoyens et encourager l'émergence d'une société civile vigilante. Le succès de l'intégration européenne, notamment grâce à la participation active de la société civile, montre l'importance de ce facteur pour éviter la confiscation du projet par une élite restreinte. Pour l'instant, le sort de l'Alliance se joue entre espoir et incertitude. La suite dépendra de la capacité des États à rester soudés face aux pressions extérieures et aux défis internes. Un projet, un pari, un peuple, la création de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel s'impose comme un tournant. Ce n'est pas une simple alliance militaire, mais l'ébauche d'un modèle inédit où 3 pays décident d'arracher leur destin à toute influence extérieure pour redéfinir la souveraineté, la sécurité et la puissance au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Mali, Burkina Faso, Niger. Ensemble, ils ne se contentent pas d'additionner leurs forces. Ils cherchent à fusionner armée, économie et information pour bâtir une vision unique de l'autonomie. Leur ambition ? Que la sécurité, la croissance et la voix des peuples sahéliens ne dépendent plus jamais d'intérêts étrangers. Pourtant, derrière les discours et les symboles, un doute persiste. L'Alliance des États du Sahel saura-t-elle tenir cette promesse dans la durée ? Ou court-elle vers une utopie dont le coût humain, financier et diplomatique pourrait dépasser toutes les prévisions ? Les enjeux sont vertigineux. Le sort du Sahel se joue ici. Stabilité retrouvée, richesse préservée, souveraineté renforcée, ou, à l'inverse, isolement, fragilité et nouvelle dépendance. Ce laboratoire politique fascine autant qu'il inquiète, bien au-delà des frontières africaines. Pour chaque citoyen, ce débat n'est pas abstrait. Il s'agit d'imaginer ou non un continent maître de ses choix, libre de reconstruire ses propres équilibres, de contrôler son récit et de protéger sa prospérité. Mais cela exige de réinventer les alliances, d'accepter des sacrifices et d'embrasser l'incertitude. Cette initiative est-elle la première pierre d'une Afrique souveraine ou le prélude à de nouvelles divisions ? L'histoire qui s'écrit ici pourrait bien tracer l'horizon d'une génération entière. À chacun désormais d'observer, de questionner, de rester vigilant. Car derrière chaque rupture se cachent de nouveaux défis, prêts à surgir.